Bonjour Julien, j'espère que vous allez bien. Bonjour Maxime, très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes associé et consultant en innovation chez Deloitte. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. On va discuter de pas mal de choses pour discuter sur le Web3 dans le consulting notamment. Et avant qu'on commence, je voudrais que vous vous présentiez. Comme tu le disais Maxime, moi ça fait pas mal d'années que je travaille sur les sujets d'innovation, au départ essentiellement dans l'industrie des services financiers, donc c'est-à-dire la banque et l'assurance. Et puis ces dernières années, comme les silos et les différentes verticales industrielles sont en train de s'ouvrir, et ben, dans toutes les industries où il y a besoin de réinventer un peu les modèles et globalement faire un impact positif dans la société. Donc c'est un petit peu ça qui m'anime. Et l'angle d'innovation, il est lointain pour moi. Quand j'étais jeune, c'était surtout la science de l'information qui m'a attiré. Puis elle s'est élargie à la science de la complexité. Donc comment, dans des ensembles de petits composants simples, on peut faire apparaître des choses complexes grâce à une certaine forme de magie de l'auto-organisation. Mais j'aurais peut-être le temps d'y revenir plus tard. Hmm. Et à quoi ressemble une journée type chez vous? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'associé? Alors, moi, j'ai la chance d'animer les différents métiers de Deloitte sur l'innovation. Les différents métiers de Deloitte, c'est le plus. Il y en a quatre. Le plus ancien, qui va fêter ses 185 ans, c'est l'audit. C'est certifié, au départ, certifié des comptes et bien plus que ça aujourd'hui. Donc, c'est ce travail de signature et engager un petit peu le nom de Deloitte sur différents types de sujets. Pour le Web3, par exemple, c'est soit la validité des réserves pour un stablecoin, vérifier qu'elle est bien de 1 pour 1 si c'est un stablecoin qui est adossé à des actifs de type monnaie fiat. Ça peut être la certification de code également dans les smart contracts. Donc ça, c'est le métier historique. Et puis, très vite, au cours du temps, on a trois nouveaux métiers qui sont apparus. Un métier autour du droit et de la fiscalité. Là aussi, on pourra le voir, il y a des aspects intéressants du Web3. Un métier autour de la stratégie, du M&A et des risques, la gestion des risques, euh, notamment le risque d'impact environnemental. Là aussi, il y a des liens forts avec le Web3. Le Web3 permet d'amener de la traçabilité et de la transparence sur un certain nombre d'impacts environnemental. Et puis le dernier métier, qui est mon métier de cœur au départ, le consulting, qui, euh, qui va de la stratégie à l'implémentation de technologies, euh, dans une logique de transformer les organisations publiques et privées pour embrasser les défis de cette, de notre époque, je dirais, puisqu'on fait face à de nombreuses crises environnementales, sociales, économiques, et le Web3 et l'innovation en général sont des leviers, des instruments pour essayer de devenir robuste face à ces crises. Donc c'est des journées qui ne sont pas tellement types, parce qu'il y a une variété de métiers à animer, avec le lien commun qui est voilà, essayer de faire pivoter des modèles qui ont euh, beaucoup avancé dans une seule direction, qui était celle de la performance, mais qui, à mesure qu'on avance dans la performance, se sont fragilisés. Euh, et à l'inverse, la robustesse était moins travaillée parce que l'époque était plus stable. Et face aux différentes instabilités, on a besoin de travailler sous l'angle de la robustesse, et inventer des modèles où la valeur peut être évaluée d'une autre manière et traitée une fois qu'on l'a évaluée. Traiter, ça veut dire
stocker ou échanger. Et là, le Web3 prend beaucoup de sens dans ces nouvelles façons de s'organiser au sens large, que ce soit autour d'un business, d'un modèle d'affaires ou autour d'une société tout simplement. Donc c'est ça qui est passionnant. La journée type, elle est riche. Et puis donc ça va de réponse à des questions entre guillemets courtes de certains clients jusqu'à des projets qui peuvent durer plusieurs années pour accompagner des transformations profondes. Il n'y a pas du coup de moyenne facile à déterminer sur ce type de différentes missions. Mm. Et vous nous avez parlé précédemment des crises, notamment environnementales, et des différents métiers chez Deloitte. Quand vous accompagnez des entreprises, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui, notamment dans le Web3? Alors, le Web3, la première difficulté, elle est culturelle. Elle est de d'essayer de transformer progressivement parce qu'on ne peut pas faire ça vite. On a besoin de comprendre, de décoder des propositions de valeur faites par ces outils Web3 très différentes de ce qu'on a eu coutume d'appréhender. On va dire que depuis pratiquement des centaines ou des milliers d'années, on a été incité à verticaliser et avoir une gestion de la valeur et du pouvoir effectivement de plus en plus centralisée. C'était le bon sens pour gagner à la fois en efficacité, donc atteindre des objectifs, et puis en efficience, donc les atteindre avec le moins de ressources possible. Ça a donné des grands organismes. Le vivant, c'est un petit peu cette mécanique-là, hein, l'évolution, et puis l'organisme au sens des organisations. Donc on a des très grandes entreprises aujourd'hui, ou des très grands États-nations. Et puis, comme je l'évoquais, ces façons de penser doivent être un peu re-questionnées à l'aune des impacts, des collatéraux qui ont été générés, hein. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais après 200 ans d'industrialisation rapide, on a du coup des effets de bord à cette super centralisation de certains pouvoirs, certaines cristallisations de valeur. Certains impacts sont délétères. Donc on pense évidemment au climat, mais pas que. Socialement, il y a eu des écarts qui se sont creusés, des répartitions de richesses, soit à l'intérieur d'un pays, soit entre pays qui sont pas pérennes dans le temps, parce que trop instables. Et comme je l'évoquais, culturellement, c'est pas évident. C'est pour ça que ça prend des années. Il faut essayer de penser d'une autre manière certains rôles qui étaient euh, très au centre, les repenser en périphérie. Très concrètement, hein, depuis qu'on a inventé l'écriture il y a 6500 ans, on avait des teneurs de contes qui écrivaient les histoires, donc ils avaient un rôle très précieux, mais aussi un pouvoir très important de pouvoir écrire l'histoire à leur manière. Puis on a eu des façons avec le papier, les monnaies et les machines à écrire, les ordinateurs personnels. On a eu des phases où on a pu redistribuer un petit peu l'action et l'autonomie. Et puis le Web3, donc culturellement, bah, c'est comment certaines créations de valeur et stockage et transport de cette valeur pourraient se faire en minimisant le recours à des autorités centrales, mais en maximisant le recours à des entités périphériques. Donc culturellement, il faut repenser des rôles du milieu en périphérie. Donc c'est très théorique ce que je dis, mais ça peut être illustré par notamment certains métiers de Deloitte, hein, qui étaient en centrale certifier certaines informations et d'aller plus en périphérie à l'interface entre le terrain, le monde physique
et le monde informatique, et vérifier les entrées-sorties euh, qui vont nécessiter de nouveaux métiers quelque part, de contrôle, de certification. Donc ça, c'est un exemple qui pourrait être appliqué au notaire pour les transactions immobilières, au maire d'un village qui va témoigner d'un mariage, etc., etc. Il y a plein de fonctions qui aujourd'hui sont à réinventer. Et c'est pas dramatique, c'est-à-dire que naturellement, quand on parle d'inventer une fonction, culturellement, ça heurte. Et donc, il y a une première réaction qui est le rejet. C'est ce qu'on vit depuis 2009, l'invention du Bitcoin, qu'on continue de rejeter pour une majorité de parties prenantes, et parce que la culture est lente à transformer. Voilà. Premier axe, culture. Deuxième axe, après, il y a euh, continuer de refondre des cadres réglementaires, parce qu'on est dans des états de droit et le capitalisme, c'est la liberté individuelle de posséder des choses, donc la notion de valeur, de propriété associée, elle a déjà été un petit peu réécrite, hein, la loi Pacte en France 2019, plus récemment en Europe, MICA. Mais on n'est qu'au début hein, d'une réécriture. Aujourd'hui, le code ne fait pas encore la loi, code is law. Donc ce n'est pas encore le cas. Donc on va encore être amené à transformer les cadres réglementaires et du coup, nous, les rendre opérants dans les organisations. Ça fait partie aussi de nos métiers de déployer la réglementation, mettre en conformité. Et puis dernier point, l'axe technique, on n'est pas encore sur des standards aussi matures que les prises de courant. Il faut voir le chemin parce que les prises de courant ne sont pas encore les mêmes partout. Même si l'USB-C commence à triompher. C'est pareil avec les normes Web3, on n'est pas encore tous d'accord sur les standards techniques et donc il y a encore du chemin à parcourir. Donc voilà, culturel, réglementaire, technologique, ça fait des obstacles encore à surmonter. Mais comme on en a vécu, encore une fois, depuis que l'homme est homme, on a toujours fait à chaque révolution un petit peu du même type technologique, on a fait face à ces mêmes obstacles qu'on a toujours réussi à surmonter. Donc je reste très optimiste. Hmm. Et comme vous avez dit précédemment, on vit dans un monde très centralisé et d'une croissance importante. Et avec le Web3, on voit de plus en plus un monde décentralisé. Euh, Comment vous réussissez à gérer la transition entre des entreprises traditionnelles vers des technologies comme la blockchain? La transition, elle sera douce, hein. Il y a pas de grand soir possible tant les modèles existants qui ont été de manière itérative optimisés, il va être lent de déconstruire, de reconstruire. Donc là, il y aura des cohabitations, comme il y en a déjà. L'exemple, j'ai cité Bitcoin, mais très vite derrière Bitcoin, il y a eu d'autres formes de cryptoactifs qui ont été échangés et qui ont réinventé, parce que quand on échange des actifs, on crée de la finance par des marchés, par des contrats, par des provisions d'assurance si on veut couvrir des risques. Les échanges peuvent être assimilés à des paiements ou des règlements de livraison d'actifs. Donc, on a appelé ça DeFi, une finance qui a plus recours à des market makers au milieu, des teneurs de marché. Même si tout ça est perfectible, hein, en réalité, il y a encore souvent des startups au milieu ou des goulots d'étranglement technologique parce que certains composants sont encore hébergés de façon centralisée. Donc c'est une phase de transition où voilà, on va avoir des composants un peu hybrides qui restent un peu centralisés et d'autres qui tendent à cet idéal de décentralisation. Et puis, c'est dans ces phases où, quelque part, on expérimente, parce que l'avenir n'est pas certain hein, sur ces paradigmes décentralisés. Donc, on va dire que depuis 2009 déjà, on est dans des stades d'expérimentation qui avancent, mais
au rythme, au rythme de la grande nouveauté, c'est-à-dire que plus une nouveauté se détache des hypothèses qu'on a toujours connues, plus elles sont lentes à être complètement appliquées partout. Donc, les entreprises ou les organisations publiques et privées en sont encore 15 ans plus tard à des stades d'expérimentation, en essayant de s'approprier mieux les choses. Au départ, elles avaient tendance à juste répliquer de la centralisation en utilisant des bouts de code informatique un peu différents, mais ça revenait quand même à recentraliser. C'est ce qu'on avait vécu par exemple à l'époque du Minitel en France, avec un protocole qui était très fermé et qui n'a pas été pérenne, parce que voilà, Internet, TCP/IP, plus ouvert, a permis plus de choses. Donc voilà, on a rejoué un petit peu ce match-là, on continue de débattre autour de ça, à l'échelle de la France, de l'Europe notamment, des, des entités qui poussent quand même à peu changer les choses pour des raisons qu'ils jugent être plus sécuritaires. Et puis, je pense que comme on l'a vécu au Minitel, à un moment donné, le marché s'auto-organisera vers des choses plus libérées, plus ouvertes, plus fluides. Mais tout ça prend beaucoup de temps. Donc une coexistence d'expérimentation avec un monde qui a pas tellement changé, où la façon de stocker et de transférer la valeur reste en très grande majorité dans les systèmes qu'on a actuellement. Mais c'est pas si anormal. Encore une fois, le TCP/IP, il avait été inventé dans les années 70. Jeff Bezos, en 94, crée Amazon, donc il s'était déjà écoulé pas mal de temps avant de mettre en pratique une forme de cas d'usage de l'Internet. Et en 94, on le traitait de fou, et il a fallu attendre probablement encore 10 ans de plus avant qu'on le prenne au sérieux et qu'Amazon devienne Amazon. Donc, moi, j'ai pris du recul sur ces décennies de mouvements, et je ne suis pas inquiet ou impatient. Il faut que le temps fasse son effet. Parce on a été construit quand même sur des millions d'années, donc on ne peut pas se donner juste 2 ou 3 ans pour reconstruire entièrement nos systèmes de valeurs. Encore une fois, nos sociétés se sont construites depuis le langage et l'écriture autour de ce partage d'informations qui était très centralisé. Et c'est pas anormal du coup de prendre le temps de consommer. Et je voulais plus parler de vous et de votre équipe. Pour quelqu'un qui souhaiterait rejoindre Deloitte et vos équipes, vous avez parlé que c'est des formations à réinventer, de nouveaux métiers vont être créés. Quelles sont les compétences que vous recherchez pour quelqu'un, pour des talents qui souhaiteraient rejoindre Deloitte? J'aime bien le mot américain polymath, qui, qui est, euh, qui est pour moi un profil pas trop spécialisé et enfermé dans une seule discipline. Je parlais de complexité tout à l'heure. La complexité, c'est finalement euh, savoir, euh, savoir connecter des disciplines, des sujets qui au départ étaient enseignés en silo. J'ai cité le droit, le code informatique, l'économie, les équilibres, la valorisation et les équilibres économiques, donc la gestion de la valeur, l'art, parce que dans la créativité, la notion de bien-être, elle est aussi atteignable par l'esthétique, euh, l'échange littéraire. Donc, on est moins, je pense, en tout cas concernant les sujets d'innovation, on est moins à privilégier une filière spécialisée très verticale, comme on aurait pu penser uniquement l'ingénierie en technologie.
mais des profils avant tout curieux de toutes les disciplines, sans être allergique à quoi que ce soit, aimer l'anthropologie, la sociologie autant que la science dure comme les mathématiques ou la physique thermodynamique. C'est J'ai conscience que c'est pas encore des profils très courants, des Léonard de Vinci, mais qui vont devenir clés tant le monde s'est déjà complexifié et va exponentiellement se complexifier. J'aurais pas le temps d'expliquer le pourquoi on pressent ces mouvements de complexification, mais, euh, mais qui dit complexité dit multidiscipline, pluridisciplinarité. Alors, pour l'instant, nous, on l'a fait avec une forme de décentralisation, c'est-à-dire on est un grand réseau de 450 000 personnes très multidisciplinaires. Donc, c'est par le réseau qu'on crée un ensemble de compétences. Mais demain, je pense en un seul individu, il faudra aussi combiner différents types d'expertise. L'individu il pourra plus facilement obtenir ses expertises grâce à l'IA. C'est vraiment son, son nouvel allié. C'est les futures lunettes ou appareils auditifs. Donc ça va décupler ses sens et sa capacité à faire les liens entre les sujets. L'IA n'a pas encore cette capacité à faire les liens entre les sujets ou à faire un pas de côté pour, par transitivité, apprendre en dehors de ces corpus d'apprentissage. Donc c'est à l'humain finalement d'augmenter l'IA sur cette limite de l'IA actuelle. Voilà, c'est ce type de profil capable vraiment de transversalité qui vont être recherchés dans les années à venir. Donc évidemment après, pour travailler dans l'innovation, c'est vrai que l'angle technologique est important. Euh, et pas inaccessible en fait. Malheureusement, on est dans un système français où on a parfois dégoûté les gens des sciences comme les maths et la physique. Euh, et beaucoup, en voyant une formule, vont fermer les yeux ou se boucher les oreilles, alors que y a pas plus accessible que ces sciences-là, parce elles sont formelles et logiques. Il y a pas de débat euh, sans fin autour de ces formes d'écriture. C'est juste que voilà, on les a pas rendues attractives par le jeu. On est des mammifères, donc on a besoin de jouer pour apporter pour donner son attention. Donc, voilà, donner de l'attention, c'est la clé. Et c'est ce qu'on va rechercher, ouais, des gens qui donnent de l'attention pour avancer. Et aujourd'hui, ce candidat polymath, s'il rejoint Deloitte dans votre équipe, quelles sont les demandes les plus fréquentes qu'il verra de la part des clients? Aujourd'hui, on a beaucoup de réflexions autour je dirais, trois ou quatre domaines de décentralisation. Euh, J'évoquais nos sociétés qui sont construites autour de la liberté de l'individu, donc son droit à notamment posséder des choses. Pour pouvoir le faire, au cœur de ces sociétés, il y a l'individu, au sens de l'identité. Et l'identité est un sujet qui peut être décentralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que avoir des entités, des autorités qui centralisent énormément de choses sur l'individu, l'individu pourrait détenir sur lui, physiquement sur lui, des formes de porte-clés, une clé privée, une clé publique, qui authentifie son identité. Et donc on parle de SSI en anglais, Self-Sovereign Identity, donc identité auto-souveraine en français. C'est des sujets qui sont encore insuffisamment compris, euh,
mais qui demain seront vraiment les clés des futurs parcours des usagers à titre personnel ou professionnel. On se déplacera dans des applications, non plus en utilisant le bouton Google Connect ou Meta Connect ou Apple Connect, mais en utilisant cette SSI, donc identité souveraine, qui sera physiquement sur nous, soit dans des petits porte-clés physiques de type clé Ledger, soit dans l'enclave protégée d'un smartphone. Donc c'est des sujets, je pourrais en parler des heures, mais identité, c'est un peu un pilier. Et autour de l'identité, il y a la notion très vite, juste après, d'actif. Une identité, elle peut posséder des contrats de propriété sur des actifs. Qui dit actif dit tokenisation de ces actifs. Aujourd'hui, c'est des contrats à l'ancienne, des actifs. J'ai parlé du notaire, ou on peut parler dans le monde financier d'actions, qui sont des parts d'entreprise. Un des grands ambassadeurs qui en parle bien pour ceux qui sont curieux et qui veulent mieux comprendre la tokenisation, c'est les interviews de Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, qui est le plus gros fonds d'investissement au monde, je crois 9 000 milliards d'actifs sous gestion. Donc voilà, lui, il a basculé. C'est un des premiers CEO à son niveau à avoir vraiment un peu fait le deuil du monde d'avant, très centralisé. Il a reconnu que pour l'échange, l'échange d'actifs, le fait de les avoir tokenisés, leur donner une représentation un peu plus informatique, virtuelle et fluide, c'est plus sympa que les contrats papier PDF qu'on a aujourd'hui. Donc le domaine de la tokenisation financière n'intéresse pas que les acteurs financiers, hein, les banquiers, mais je parlais de l'environnement tout à l'heure, c'est aussi un moyen de tracer les projets d'impact, donc de la petite graine qu'on va planter jusqu'à la forêt et son entretien. Donc ça, c'est des exemples de tokenisation. Et puis, tout ça s'articule, donc identité et actif, autour de ce qu'on peut appeler des futurs super apps. Donc on aura des apps wallet dans nos téléphones qui vont pouvoir gérer une ou des identités et des actifs autour avec des services. C'est-à-dire que une société, c'est avant tout de la socialisation, donc les échanges, ils peuvent être non marchands. Donc voilà, on pourra avoir des formes de réseaux sociaux qui ne dépendront plus d'une autorité centrale comme Instagram ou Twitter, enfin X, pardon, qui peut potentiellement censurer. Et donc ces sujets d'app sociales sont aussi au cœur des discussions, des projets d'entreprise. Donc c'est aussi des projets d'infrastructure. Là, j'ai beaucoup parlé du sommet de l'iceberg, mais en dessous. L'infrastructure, c'est de la tuyauterie, si je puis dire. C'est des serveurs, des tuyaux et qu'il faut repenser. Plutôt que des data centers quasi uniques qui existent plus qu'au Groenland et qui sont entre les mains des fameux big tech. Repenser évidemment avec l'angle de la durabilité, davantage de redondance, de serveurs efficients évidemment énergétiquement parlant, mais surtout déployés sur les territoires. Peut-être demain même dans la poche des gens, où les gens seront pas seulement des clients, mais aussi des serveurs de l'information. Donc ces sujets d'infrastructure, ils sont moins sexy et moins simples à expliquer, mais essentiels. Il faut réinventer les aqueducs romains pour faire couler un peu ce liquide tokenisé. Donc c'est des projets passionnants, mais je ne veux pas être trop long non plus. J'ai donné quelques exemples, mais encore une fois, en termes d'industrie et de secteur, ça ira des
des industries les plus primaires qui sont la création énergétique et le transfert énergétique, donc jusqu'aux industries plus raffinées que peuvent être les biens de consommation. J'allais dire le luxe, mais est-ce qu'il existera dans quelques dizaines ou centaines d'années compte tenu des priorités nouvelles qu'on a devant nous pour maintenir la robustesse de la vie sur Terre. Donc c'est des projets, comme je le disais, multidisciplines, multidimensionnels, et j'espère passionnants pour les jeunes qui veulent rejoindre la transition des modèles. Et en parlant de ces jeunes, j'aurais une dernière petite question. Vu que vous avez 20 ans d'expérience dans le domaine du conseil, si vous étiez en face de Julien d'il y a 20 ans, que lui diriez-vous? Je pense que je lui dirais de s'ouvrir davantage et plus vite. Je l'ai fait tardivement, l'ouverture à toutes les disciplines. Euh, voilà, parce que je pense que le système d'enseignement français, c'était ça privilégiait vraiment ce silo. Donc, moi, j'ai fait une prépa, une grande école d'ingénieur, et après le monde du conseil. Tout ça était très linéaire, très vertical, et j'avais pas vu la deuxième dimension, qui était la robustesse. La robustesse, elle ne se fait que par la diversité. Euh, la diversité, c'est effectivement tous les autres sujets qui ne sont pas la pure science que j'ai travaillé au départ. Et j'ai vraiment adoré faire les liens entre des sciences qui étaient... j'ai cité la thermodynamique tout à l'heure. Quand je l'ai étudié jeune, j'avais pas du tout compris à quel point les lois, la troisième loi de la thermodynamique expliquait non seulement l'organisation de l'univers, la cosmologie, mais également la géologie, la façon dont les planètes ou les étoiles avant se sont formées et s'auto-organisent vers la dissipation maximale de l'énergie et donc de la production d'entropie. Et comment de la géologie, la complexité a augmenté vers la biologie, apparition de la vie sur Terre, complexification de la vie sur Terre et de la biologie. On a atteint après des organismes vivants qui sont du coup organisés dans des formes plus sophistiquées de société, jusqu'à la société humaine qu'on a aujourd'hui. Donc la même loi explique aussi les organisations sociales et donc les organisations d'entreprise. Et ça, il y a 20 ans, je n'avais pas perçu que de la science physique qui a pris dans son coin, en fait, on peut faire des liens directs avec la biologie, avec la sociologie, avec l'économie aussi. Je n'ai pas parlé des cycles de Carnot en thermodynamique, les quatre saisons ou les quatre phases d'un cycle de moteur thermique, c'est la même chose. C'est aussi les quatre ondes du cerveau qui justifient en fait les phases de sommeil paradoxal puis profond, donc automne, hiver, qui sont des crises vécues violemment, pas que dans le sommeil, économiquement parlant aussi, mais absolument nécessaire, de la même façon qu'on ne peut pas se passer de sommeil, on ne peut pas se passer de crise financière et sociale pour repasser dans un printemps de 30 glorieuses ou autre. Donc les sciences, en fait, sont toutes liées les unes aux autres. Et la grave erreur que j'ai faite, c'est au départ n'en étudier que certaines. Voilà, si Julien, d'il y a 20 ans, tu m'entends, sois le plus multidisciplinaire possible. Ça permet effectivement une assise plus stable, notamment en cas de secousse comme ce qu'on est en train de vivre. Donc pour passer ces crises, rien de tel que l'horizontalité. Très passionnant. En tout cas, merci beaucoup, Julien. C'était un plaisir d'avoir échangé avec vous.
Avec plaisir, Maxime. J'espère à très bientôt. Et puis, si j'ai suscité des vocations, bah, je suis accessible facilement sur tous les réseaux sociaux. Génial. Merci beaucoup. À bientôt. Maxime, à bientôt. Au revoir.